Ok, ben merci d'être venus voilà, assez nombreux pour ce débat, donc, qui s'intitule « Après la bataille des retraites, comment continuer ?» et qui est un débat donc organisé avec la gauche éco-socialiste, donc qui est une organisation politique dont fait partie notamment Hendrik Davy. Voilà, donc le congrès a eu lieu il n'y a pas très longtemps et qui est une organisation politique au sein de la France Insoumise. Et le NPA donc représente Philippe Poutou. Donc Philippe Poutou, voilà, qui est un des co-porte-parole du NPA, ex-candidat à la présidentielle et conseiller municipal à la ville de Bordeaux. Et donc Hendrik Davy, qui est député donc France Insoumise de la 5e circonscription du 4e, donc 5e et 6e arrondissement. Voilà, et qui vont donc prendre la parole successivement. On va leur laisser la parole et puis après on fera un temps d'échange du coup avec la salle, avec vous. Voilà, avant de passer à l'apéro qu'on a prévu en fin de réunion publique. Voilà, donc je ne sais pas qui commence, à qui je passe la parole. Vas-y. On a prévu le temps. Ouais, tu veux rajouter Je crois qu'on avait parlé de chaque intervention limitée à 15 minutes. Bon, voilà. Et puis ensuite de commencer avec les participants qui sont là, en donnant la parole 3 minutes. Ça vous va? Ouais. À vous. Et donc moi c'est Pauline, donc je suis la suppléante de Hendrik et une de ses attachées parlementaires. Et je suis aussi à la gauche éco-socialiste. Alors moi je suis Geneviève du comité NPA Centre-Ville depuis quelques années et camarade de lutte de Philippe et de plein d'autres. Donc c'est moi qui commence. Bon, par quoi je commence? Bon, de toute façon, l'idée, c'est un genre de bilan et perspective. Enfin, un bilan qui peut être provisoire ou tout frais. C'est parce qu'on sort d'une séquence particulière, une séquence qui était marquée. Ah ouais, séquence. Ah ouais, il faut carrément coller. Ouais. Tu colles. Donc, on sort d'une séquence très particulière qui est marquée par un mouvement social assez fort, très fort même, si on compare à la période à laquelle d'où on sortait, quoi, en fait. Donc on a vécu quelque chose de très important, de très marquant. Et là, à chaque fois que ça se termine, parce qu'on peut dire que là, je pense que ça se termine, ou en tout cas cette étape-là ou cette séquence-là se termine, c'est vrai qu'il y a toujours un peu un côté démoralisant quelque part, ou peut-être pas démoralisant, le mot est peut-être un peu fort, mais on se dit, eh merde, on n'a pas encore gagné ce coup-ci, alors qu'on avait tendance à penser qu'on frappait fort et que le mouvement avait plein de potentialités pour faire plus et pour aller plus loin. Donc il y a toujours un peu ce côté-là, puis ça se finit aussi d'une manière un peu bizarre, hein. C'est toujours pareil, les fins de mobilisation, c'est assez chiant pour ça, c'est qu'en fait on fait une manif sans savoir que c'est la dernière, même si on se doute qu'à un moment donné on va faire la dernière, mais on ne sait pas que c'est la dernière, et en fait c'est la dernière. Et alors qu'on avait quand même l'impression qu'il y avait la possibilité d'avoir un autre rendez-vous fin juin par exemple, on aurait pu donner ce rendez-vous-là, un rendez-vous qui marque clairement la fin d'une étape de mobilisation et qui puisse remobiliser en disant voilà, on donne rendez-vous au pouvoir à Macron à la rentrée et compris pourquoi pas avec des dates et avec des motifs de lutte, on en a plein. Bon, on n'a pas ça, donc ça se finit un peu comme d'habitude, un peu comme une queue de poisson, un peu comme un truc et ça c'est assez gênant. On va s'en remettre hein, parce qu'on s'est remis de pas mal de mouvements sociaux qui se terminent de cette manière-là, mais on aurait pu penser que à force qu'il y avait la possibilité de tirer des bilans et de finir un mouvement d'une manière différente et qui puisse avoir un côté très mobilisateur, en tout cas qui puisse même quasiment en direct établir des premiers bilans qui sont positifs en fait. Les bilans de la mobilisation sont positifs, même si on ne gagne pas, même si on ne fait pas reculer Macron, même si en fait on s'aperçoit bien que d'ailleurs les attaques vont continuer, en tout cas les intentions de continuer les attaques ne vont pas s'arrêter du côté du pouvoir. N'empêche que la mobilisation a été suffisamment forte pour à la fois fragiliser un peu plus le pouvoir, l'isoler un peu plus,
Et en même temps, et surtout pour nous, c'est ça qui nous intéresse, c'est montrer la force qu'on pouvait avoir, en fait, nous, le mouvement social, nous, le camp des opprimés, après on appelle ça un peu comme on veut, mais du côté de cette population-là, ça a remis au goût du jour la lutte collective, ça a permis justement de discuter de ce qu'on pouvait faire sans toujours revenir au passé en disant mais oui, il y a eu des grandes grèves, il y a eu des grandes manifs, il y a eu des moments où là on l'a vécu en direct et on a pu réapprendre des tas de choses et à la fois les anciens ont pu réapprendre mais les jeunes ont pu apprendre et voilà, il y a quelque chose qui s'est passé de très important de ce point de vue là, comme une expérience, comme enfin, ce que de toute façon en général c'est ça aussi, la lutte c'est la meilleure des écoles et puis le meilleur moment où on peut apprendre des choses et c'est très révélateur. Et donc là, cette mobilisation-là, elle a révélé encore plus le système tel qu'il fonctionne, la brutalité de ce système-là, la brutalité du pouvoir. Elle a mis en évidence que dès qu'on réclamait quelque chose, dès qu'on allait à l'encontre des politiques antilibérales, il y avait une confrontation. Et qu'en fait, le pouvoir n'est pas prêt à lâcher quoi que ce soit. Là, on se rend compte qu'on discutait, on savait que le mouvement, il allait bien au-delà de la question des retraites, en réalité, dans la tête de la plupart des personnes qui manifestaient. Mais le motif principal ou le motif mis en avant de cette mobilisation-là, c'était les retraites. Mais c'était ne pas perdre 2 ans. Et rien que cette revendication-là, comment elle a justifié une répression, toute une machinerie qui s'est encore plus renforcée pour intimider, pour faire baisser la tête aux gens, avec toute une propagande, mais pas qu'une propagande. On a eu droit quand même à une répression policière, une répression judiciaire, et puis tout l'artifice antidémocratique des institutions, où entre le 49.3 jusqu'à la triste fin de l'épisode de la loi Lyotte qui ne sera même pas votée. Donc on a vu aussi tout l'arsenal qu'il pouvait y avoir du côté des institutions pour paralyser, pour empêcher que des choses un peu démocratiques puissent se passer. Donc voilà, on a vu tout ça, mais c'est le mouvement qui l'a révélé. Et donc c'est toute l'importance d'un mouvement. Dès qu'il y a des gens qui se battent, dès qu'on est dans la rue, dès qu'on fait grève ou dès qu'il y a des initiatives diverses et variées, il y en a eu énormément, ça permet de montrer tout ça. Et c'est peut-être ça qui peut aider à la reconstruction d'une conscience politique. En tout cas, on pense que ce mouvement-là, il aura aidé à reconstruire une conscience politique, une conscience de classe, comme on dit, une conscience voilà, il y a vraiment 2 camps dans la société. Je pense que ça a forcément aidé à affiner tout ça. Et en fait, ce mouvement-là, il va avoir cette utilité-là, quoi. Il laissera des traces forcément, mais on pourra s'appuyer là-dessus, quoi. Alors évidemment, une fois qu'on a vécu ça, la démonstration de nos capacités, de pouvoir faire trembler un pouvoir, de pouvoir montrer que finalement, on n'est pas obligé de subir tout le temps, on n'est pas obligé de se taire. Tout ça, c'est positif, même s'il y a cette limite encore qui n'est pas dépassée, celle qu'on n'a pas réussi à l'emporter ou on n'a pas réussi à faire reculer pour de bon le gouvernement. On est entre ces deux choses-là. Donc ça sera à nous, militants, et au-delà des militants, à toutes les personnes qui se sont mobilisées, ça sera aussi à nous de capitaliser un peu tout ça, d'arriver à discuter le plus largement possible. C'est pour ça que ces réunions-là, elles sont hyper utiles. On a beau être 30, 50 ou un peu plus dans d'autres moments, n'empêche que la moindre occasion de se retrouver, de discuter de ce qu'on a fait, à la fois de la force du mouvement et de ses limites. Et encore une fois, quand on discute des limites, c'est pas pour démoraliser ou c'est pas pour être pessimiste, mais on a intérêt aussi à avoir cette lucidité-là, d'essayer de comprendre un peu de ce qui a marché ou de ce qui n'a pas marché. Et donc toutes ces occasions de discuter, c'est important parce qu'on a besoin de ça, et on a besoin d'assimiler, et parce que derrière, c'est pas juste l'idée de redémarrer la lutte à un moment donné ou à un autre. On ne sait pas quand c'est qu'elle va redémarrer parce qu'il y a des hauts et des bas. Est-ce que c'est la rentrée qui va être chaude? De toute façon, ça fait des tas de décennies qu'on est des tas de militants à espérer une rentrée chaude, et en fait la rentrée chaude, elle a quasiment jamais lieu. Donc on ne sait pas, on peut pas le pronostiquer. Est-ce que c'est septembre, est-ce que c'est octobre que ça reprend? Sur quel thème ça reprendra? Sur les retraites, ça sera compliqué puisque la loi est passée, mais ça peut démarrer sur autre chose, la défense des services publics, la question environnementale, puisque vous avez vu aujourd'hui, il y a une mobilisation contre la ligne Lyon-Turin dans la vallée de la Maurienne. Ça peut être
Ça peut être des batailles antiracistes, de solidarité avec les migrants. On ne sait pas par quel bout. Ça peut être LGBTI, puis ça peut être aussi notamment le mouvement féministe. Voilà, on ne sait pas par où ça peut redémarrer, par où il peut y avoir un nouvel élan, mais il y en aura parce qu'on est dans une période de toute façon très instable. Et pas seulement parce que Macron est fragilisé, il sera fragilisé jusqu'au bout, mais parce que la crise du monde capitaliste, et en France on est quand même là aussi en pleine crise, à force de fragiliser à la fois le système, la société et puis notre camp social, on est forcément dans une situation d'instabilité, une situation où des choses se passeront. Voilà. Donc nous, après, à partir de là, c'est comment on discute pas juste... il y a deux aspects, en fait. Il y a la discussion sur nos revendications, la question des retraites, évidemment, puis derrière, la question du travail, la question de la réduction du temps de travail, et puis au-delà de ça, la question de la répartition des richesses, et au-delà de ça, la question du pouvoir, parce qu'en fait, le pouvoir, c'est pas juste une question institutionnelle, c'est aussi dans l'économie. Est-ce qu'on peut pas discuter un peu plus clairement de la socialisation, de l'expropriation, en fait, de reprendre en main l'outil de travail, et comment l'idée de faire de la politique nous-mêmes, c'est l'idée de reprendre ses affaires en main, et c'est l'idée de prendre en main un système économique, parce que tant qu'on ne renversera pas ce système-là, ou tant qu'on ne changera pas les rapports sociaux, les rapports de domination, on sera de toute façon en situation de subir et en situation de victime. Donc on est obligé de poser ces problèmes-là de la société, de ces perspectives politiques-là. Mais à côté de ça, c'est peut-être le plus urgent, c'est comment on s'organise. Et on en a bien vu qu'on a besoin de s'organiser. On a besoin pour faire face au pouvoir qui domine, pour faire face aux aspects institutionnels ou aux aspects répressifs, comme on voit avec la violence policière. On voit bien qu'on a besoin de s'organiser, de se reconstruire, parce que le rapport de force qu'il faut changer, ça passera par là. Donc on a besoin d'outils, de discuter d'outils, de quels outils on a aujourd'hui, est-ce qu'ils nous vont ou est-ce qu'ils ne nous vont pas, est-ce que on n'est pas quelque part orphelin de véritables outils qui nous permettent de nous organiser et d'être efficaces dans les luttes. On peut penser que oui. Alors là, il y a l'aspect des organisations syndicales. On a des côtés très positifs dans l'attitude de l'intersyndicale pendant toute la durée du mouvement, parce qu'il faut reconnaître que cette unité intersyndicale qui a été maintenue, elle a aidé à dynamiser le mouvement, et elle a aidé tout le long à faire en sorte que les 14 rendez-vous qui a eu lieu ont été des rendez-vous très importants et très efficaces. Ça passait par cette unité-là, mais en même temps, il y avait aussi les limites de cette intersyndicale qui n'a pas été ou capable ou qui n'a pas cherché à un moment donné, à aller encore plus loin, parce qu'il y a eu une période peut-être autour du 49-3 où il y avait la possibilité de faire que ce mouvement-là devienne plus fort. Donc on voit les limites organisationnelles, et on a besoin de discuter de ça, de pourquoi ça ne se fait pas, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas assez fort, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas, on a du mal à coordonner, à faire le lien entre les uns et les autres, les secteurs en grève et les secteurs pas en grève. Voilà, on a besoin d'équipes militantes. Alors donc évidemment qu'on a besoin d'équipes militantes syndicales, mais c'est pas juste la question syndicale, c'est aussi la question politique. Il y a besoin d'outils politiques et de faire le lien entre le mouvement syndical et le mouvement politique, et de se sortir d'un truc qu'on a vu aussi pendant plusieurs moments de la mobilisation, cette sorte de concurrence entre le mouvement syndical et le mouvement politique, où le mouvement syndical reprochant notamment à la FI la gestion au Parlement, et puis les autres reprochant, enfin voilà, donc comment on peut se sortir de ça, comment il peut y avoir une complémentarité entre un mouvement syndical, associatif et mouvement politique, comment ça peut affirmer une nécessité de se coordonner, et qu'en fait il n'y a pas, le mouvement social il n'appartient pas ni aux syndicats ni à la politique, surtout qu'au on était dans un mouvement à la fois syndical et un mouvement politique, parce qu'en fait la question de la retraite ou la question de la démocratie, la question de se défendre face à la répression, ce sont des questions strictement politiques. Donc en fait comment on arrive à faire le lien entre tout ça, comment on arrive à se compléter et à reconnaître que on a besoin de tout le monde. Voilà, et moi je finirai sur l'aspect de l'outil politique. Voilà, ça va, c'est sympa parce qu'on réapprend un petit peu quand même à faire des choses ensemble, même si on n'a pas la même étiquette, même si on n'a pas tout à fait la même fonction politique aujourd'hui. N'empêche qu'on se sent bien. Il y a besoin de ça, de se retrouver, de discuter, et pas juste de discuter ensemble, pas juste de débattre de tel ou tel sujet, mais c'est aussi derrière, c'est qu'on sent bien qu'il y a besoin de construire ensemble. En tout cas, il y a besoin de coopérer, de travailler ensemble, de faire des choses ensemble dès que c'est possible. On peut mener des batailles
unitaire, on peut faire des tas de choses unitaires, et c'est ça qui permettrait peut-être au bout d'un moment d'arriver à reconstruire une véritable organisation dont on a besoin, une organisation politique qui permette de regrouper des militants. Et voilà, donc on a besoin de ça, c'est la perspective. Nous, on pense, en tout cas c'est comme ça qu'on le formule au NPA, besoin d'une gauche radicale, anticapitaliste, d'une gauche, bon je ne vais pas reprendre tous les qualificatifs, hein, féministe, écologiste, internationaliste, bon, toutes ces choses-là, on a besoin de ça. Et de discuter du lien qu'on peut faire entre la bataille institutionnelle et la lutte des classes, comment tout ça, ça peut se coordonner, mais ça passe par la création d'un outil politique qu'on n'a pas aujourd'hui. Alors à travers la NUP, on a le début de discussion d'une certaine manière, en tout cas ça a redonné une dynamique à des discussions, c'est-à-dire de se dire vraiment oui, on a besoin d'une gauche, mais de quelle gauche on a besoin il y a pas... Ben ouais, parce qu'il y a plus de chaises. Ah. C'est pas parce que c'est des jeunes qu'il faut les mettre par terre. Hein, mais, ah, si. Ça c'est pas cool ça. Ils sont par terre derrière, ils vont mieux qu'ils passent devant. Vous avez pas un canapé ou quelque part hein? Il y a des chaises qui vont arriver. Il y a même la clim. C'est pas grave, c'est bien. Moi, je pensais faire ça juste dès que t'aurais fini, mais voilà, les gens sont devant. Quelle énergie. Sous la clim. Ça fait combien? C'est bon, j'arrête là de toute façon. Hein? Non mais termine Termine ton propos. Ouais, non mais ouais, là j'ai fait juste la... Ah ben voilà, les chaises arrivent. Ah ouais, là ça fait plus de monde là déjà. Pour ceux qui veulent. C'est bien là, la jeunesse qui arrive ou vous sortez du bac ou quoi? Comment ça se fait que vous arrivez une demi-heure à... Ah ouais? Ah ouais. Finis ton propos. Bon, alors je sais plus trop. Enfin, si j'en étais à l'idée d'un outil politique, enfin d'une gauche, enfin de construire une gauche. Bon, je répète un tout petit peu parce que l'importance qu'il y a de construire une gauche de combat. Enfin après c'est des formules, on ne sait pas trop comment, mais en tout cas de faire imaginer qu'on a besoin d'une gauche, mais pas celle qu'on a vécue, pas celle qui nous a trahis, pas celle qui nous a baladés pendant des tas de décennies. Suivant la génération à laquelle on appartient, on n'a pas tous les mêmes souvenirs ou les mêmes choses en tête, mais ceci dit quand même, on s'est bien fait bananer par la gauche pendant très longtemps. Et donc du coup, c'est bien de faire ce bilan-là et en même temps de voir comment on peut construire quelque chose qui ne ressemble pas à ça. Et c'est pour ça que ça pose le problème à la fois d'une radicalité politique, de remise en cause du système, de ce qu'on appelle l'anticapitalisme, mais aussi la question des institutions, donc ce que je disais aussi, la question de la lutte de classe, mobilisation, enfin qu'est-ce qui peut faire changer les choses, c'est quoi notre véritable force, et les deux choses ne s'excluent pas. Mais il y a quelque chose qui nous apparaît fondamental, c'est le rapport de force dans la rue, c'est les grèves ou les mobilisations, et c'est de là que peuvent se passer énormément de choses. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des relais à travers les institutions. D'ailleurs, dans le mouvement, on l'a bien vu, la caisse de résonance à travers les députés de l'AFI notamment, on peut parler un peu aussi de la NUP, qui globalement, sous pression d'une certaine manière, pression positive du mouvement social, on voit que ça met les choses dans le bon sens, et que ça pousse, quand ça pousse par en bas, il y a des choses plus intéressantes qui peuvent se dérouler un peu en haut. Mais ceci dit, le fondamental, c'est bien la colère sociale, c'est bien la mobilisation, c'est quand des millions de gens s'occupent de leurs affaires et s'organisent par eux-mêmes. Donc c'est pour ça qu'on discute aussi d'autogestion, enfin tout ça c'est très important. Et la chose première pour nous, elle est là. Mais voilà, comment on articule ces choses-là et comment à travers tous ces événements-là, on peut véritablement reconstruire des organisations politiques, même syndicales ou associatives, mais qui puissent être des véritables outils de lutte qui nous aident aujourd'hui à changer les choses profondément, parce qu'on l'a peut-être bien compris dans la mobilisation. En France, c'est qu'en fait, dès qu'on va demander quelque chose, ça va mal se passer maintenant. Rien ne tombera comme ça, rien ne se passera bien. On a aujourd'hui un système répressif qui est en place. Les militants sont vite arrêtés ou en garde à vue ou condamnés à des amendes. Bon là, ça y est, le pli il est pris. Hein. Donc, et puis on a les délires de certains hommes de pouvoir comme Darmanin, tout ça, ça va aller loin. Et puis on va même penser qu'il y aura une envie de prendre sa revanche par rapport au mouvement social. Hein. Dès que ça va vraiment se calmer,
d'ailleurs on le voit dans ce que peut dire Macron, ou dans ce que peuvent dire certains individus du pouvoir, on sent bien qu'il y a une volonté de prendre la revanche et puis de remettre à la fois la loi immigration, enfin tout ça, donc ça va faire mal. Donc après nous on sait qu'on va être confronté à ça, à la violence du pouvoir, à la violence de la répression et à la violence du système et puis des coups durs, enfin de toutes les attaques, et nous il faut qu'on se défende, et donc ça veut dire qu'on se forge des outils de combat, des vrais outils de combat, et y compris même de discuter, et je finis là-dessus, de discuter par rapport, on a beaucoup parlé des black blocs, ça fait peur aux médias, et puis même dans la gauche on voit bien la difficulté qu'il y a de gérer cette question-là, mais il faut qu'on assume ça, il faut qu'on discute clairement de la violence, dans quelle mesure nous on ne peut pas aussi utiliser la violence dans la lutte. Ça ne veut pas dire faire tout et n'importe quoi, mais on a bien remarqué que c'était très important aujourd'hui qu'il y ait une jeunesse qui se mobilise et une jeunesse qui se radicalise et même qui répond aux coups de la police. Et donc on a besoin d'intégrer ça et on a besoin de discuter d'un mouvement qui se radicalise et de voir comment collectivement on peut intégrer cette question de la violence, parce que de toute façon c'est pas nous qui choisissons, la violence elle nous est imposée par le pouvoir et ils vont l'utiliser de plus en plus. Donc comment nous on se démerde de ça, comment nous on se défend, comment on se protège, et comment derrière aussi ça va de pair avec des revendications anticapitalistes, des revendications radicales. C'est aussi la forme de la lutte qui va avec, et on le voit notamment sur la question environnementale, avec Sainte-Soline qui a été une formidable illustration, mais peut-être qu'aujourd'hui, j'espère que non, mais que dans la vallée de la Maurienne, parce que la manif est interdite, on peut espérer qu'il n'y aura pas trop de violence de la part du pouvoir. Mais en tout cas, on sait tous qu'on est dans ces questions-là qui nous sont posées. Donc voilà, je pense que c'est aussi ça fait partie du débat dont on a besoin dans la période qui vient, quoi. Bon, j'arrête là. Alors merci à toutes et tous déjà d'être présents, et merci à toi Philippe d'avoir fait le déplacement de Bordeaux. J'étais d'ailleurs à Bordeaux jeudi, donc on aurait pu se croiser presque jeudi. Et moi je suis assez content en fait de cette réunion, alors qu'on a organisé un peu dans l'urgence, puisque il y a une semaine qu'on a décidé ça. C'est un peu une réunion donc d'anciens combattants, parce qu'on était tous les deux à la Ligue communiste révolutionnaire, donc c'est un peu des retrouvailles. Et on était tous les deux aussi au NPA. Et moi je suis content parce que je pense qu'effectivement on a besoin que les anticapitalistes se parlent et se rassemblent, parce qu'on a besoin d'un courant anticapitaliste fort en France aujourd'hui. Alors moi je voulais repartir d'un peu plus loin que toi, je voulais partir de la fin des années 70. Parce que pour comprendre le moment présent, et je m'excuse d'ailleurs j'ai une extinction de voix, voilà, mais je pense que vous m'entendez, ça va quand même si je parle bien dans le micro. Pour comprendre le moment présent, il faut revenir en fait à ce qui s'est passé dans la fin des années 70 et le néolibéralisme qui est arrivé sur la planète. Donc ceux qui ont pensé ça dans les années 70 l'ont mis d'abord, je le rappelle quand même, en action sous Pinochet au Chili. Et en fait, ça a été une réponse à un problème du capitalisme. C'est-à-dire que le capitalisme, quand il se développe, finalement, il a un problème qui est une baisse du taux de profit. Parce qu'il y a des machines et qu'il n'y a plus autant de taux de profit, puis les ouvriers avaient acquis des droits par rapport à leur organisation syndicale après les années 70. Et puis, donc, face à ça, en fait, ils ont décidé d'ouvrir un nouveau cycle de lutte, mais de lutte de leur côté. Les classes dominantes ont décidé d'arracher la part de richesse qu'on avait réussi, tant bien que mal par nos luttes, à obtenir. Et c'est vraiment à partir de là qu'on a ce nouveau cycle, d'une nouvelle offensive massive du capitalisme, qui porte en lui des contradictions, parce que si vous baissez les salaires, et les gens n'ont plus d'argent pour consommer, donc après il faut pousser le crédit, ça a conduit à la crise de 2008. Et tout ça montre qu'on est face à un système. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'on est dans un système en réalité où il n'y a pas de solution au sein du système capitaliste. C'est-à-dire que moi je pense que fondamentalement on ne pourrait pas revenir à un moment sans le néolibéralisme où on a une plus juste répartition des richesses entre le capital et le travail. Certains pensent peut-être ça. Moi, je ne pense pas que ce soit possible. Et c'est pour ça qu'ils sont à l'offensive. Et c'est pour ça, et vous allez voir, j'arrive aux retraites, c'est pour ça, en fait, qu'ils sont dans une stratégie qui était la stratégie de Thatcher, c'est-à-dire la stratégie de choc. C'est-à-dire globalement, on attaque très violemment et on ne cède rien. Thatcher, elle a passé dos mineur, elle a cassé le mouvement ouvrier anglais dans les années 80. Et l'idée, en fait, le problème français, c'est qu'ils ont essayé à plusieurs reprises de faire la même chose. Donc globalement, ils ont essayé de le faire en 95. Juppé voulait se faire le mouvement ouvrier, voulait casser la sécurité sociale.
eh ben, il a échoué à cause des grands mouvements de 95. Et il y a en fait une sorte de retard français, c'est-à-dire que la France, même si on voit bien que nos acquis sociaux ont été grignotés, que nos services publics ont été abîmés, mais on reste encore une nation où il y a des services publics, il y a un hôpital public, il y a une école publique. Ils n'ont pas gagné sur tous les fronts. Voilà. Et l'agenda, parce que sinon on ne comprend pas pourquoi Macron a fait cette réforme des retraites. Parce que sincèrement, 12 milliards à aller chercher, enfin... Il y a quelque chose voilà, c'est du ressort de je vais vraiment casser le mouvement ouvrier. Je vais en finir avec la CGT, en finir avec le mouvement ouvrier et notamment avec son plus beau fleuron qui est la sécurité sociale. Hein, et notamment la branche retraite de la sécurité sociale, mais ils attaquent, vous le voyez bien, la branche maladie ou la branche chômage. Tout ça est très cohérent. Donc l'idée c'était vraiment ça, c'était d'infliger la dernière défaite, l'ultime défaite au mouvement ouvrier français. Et de ce point de vue-là, ils ont échoué en fait. C'est-à-dire qu'on a perdu sur la question de la réforme des retraites. Pour l'instant, nous avons perdu, et j'y reviendrai après. Mais ils ont perdu sur l'autre facette, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas démantelé le mouvement ouvrier. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il ressort un peu grandi. D'ailleurs, il y a plus de 100 000 syndiqués de plus suite au mouvement des retraites, et n'ont pas fini le travail. Voilà. Et ça, je crois qu'on doit remercier les collègues syndicalistes et l'unité syndicale qui a été la plus parfaite et qui a eu 10 jours de mobilisation massive du mois de janvier au mois de juin. Ça a permis de rester la tête haute. Certes, on n'a pas gagné, mais ils n'ont pas gagné non plus. Ça, je pense que c'est le premier élément, la première leçon, à mon avis, extrêmement importante. Deuxième chose, dans cette situation politique, qu'est-ce que ça produit ? Ça produit que le néolibéralisme et donc en gros la maxime sarkozyste, travailler plus pour gagner plus, pour consommer plus, pour polluer plus, parce qu'en gros c'est ça leur modèle de société, bah, ce modèle de société, je crois que ça fait plus rêver les jeunes, ça fait plus rêver la société. Voilà. Et donc globalement, ce modèle de société n'est plus majoritaire dans la société. Et là, on l'a vu avec les dernières élections, en gros, on a maintenant une tripartition de la vie politique en 3 blocs. Et le bloc, on va dire, capital néolibéral, en fait, n'est plus majoritaire dans ce pays. Le problème qu'on a, c'est que, et ça a toujours été le cas, hein, dans les années 30, c'était le même problème, c'est que c'est pas automatiquement vers nous que les gens se tournent. Le problème, c'est qu'il y a une autre sortie possible du capitalisme. Ça avait déjà été le cas, plutôt Hitler que le Front Populaire, hein, vous connaissez bien la maxime. Ça avait été déjà le cas dans les années 30. Il y a la possibilité du fascisme ou du néofascisme. Et c'est ça aussi qu'on voit émerger en Italie, qu'on voit émerger au Brésil, même si Bolsonaro a finalement perdu, mais qu'on a vu émerger avec Trump. Donc il y a une autre sortie possible qui est pire pour nous, qui est pire pour le mouvement ouvrier, et qui en fait a quelque chose d'assez simple pour fonctionner, c'est le bouc émissaire. Le problème, c'est pas les plus riches, le problème, c'est l'immigré. Et ça, c'est très puissant. Ça a été très puissant dans les années 30 avec les juifs et avec l'antisémitisme de la société. C'est extrêmement puissant avec l'islamophobie aujourd'hui. Voilà. C'est pour ça qu'une autre leçon très importante, c'est qu'il faut absolument jamais diviser la classe ouvrière, jamais diviser notre camp. Et donc il faut être solidaire de tous ceux qui sont les plus discriminés. Donc c'est un drame ce qui se passe en Méditerranée aujourd'hui. Et non, ce n'est pas quelque chose... Là, on a un désaccord avec mon camarade Ruffin. Non, ce n'est pas du sociétal et du social. Tout est social. Pourquoi tout est social ? Parce que quand il y a des travailleurs sans papier, c'est aussi des salaires plus bas pour les travailleurs qui sont français. Donc il faut se battre pour la régularisation des travailleurs sans papier. C'est aussi important pour le travailleur français. Donc ça fait partie des tâches qu'on a devant nous, c'est d'éviter cette division. Voilà. Alors, dans cette situation politique, un autre acquis du mouvement des retraites, c'est que le caractère antidémocratique de la Ve République était déjà connu par nous. Hein. Nous, on a défendu une 6e République depuis 2012. Moi, je fais campagne pour une 6e République. Mais sincèrement, les gens accrochaient pas à cette histoire de 6e République. On va pas se mentir. Il y a eu la phase des Gilets jaunes, où avec le RIC, c'est le référendum d'initiative citoyenne, on a eu une première phase où les gens se sont intéressés à ces questions-là. Mais là, avec ce qui s'est passé là, sur les retraites, je crois qu'il y a une démonstration grandeur nature du caractère extrêmement antidémocratique de la Ve République. En gros, on a un homme seul qui décide de tout, il décide contre le peuple. 70% des Français et 90% des salariés étaient contre cette réforme. Il décide contre le Parlement, il décide contre l'ensemble des syndicats de salariés. Tous les syndicats de salariés, c'est la première fois, tous les syndicats de salariés étaient contre la réforme. Et donc, tout seul, contre même l'avis de ses propres parlementaires qui auraient bien aimé un vote, il décide du 49.3. Et après là, en juin, il décide d'empêcher finalement qu'on repropose cette loi. Donc là, je crois qu'il y a eu vraiment une expérience grandeur nature du caractère antidémocratique de la Ve République, et qui fait que le mot d'ordre
démocratie partout, tout le temps, maintenant, je crois que c'est un mot d'ordre très fort. Et tu as raison, c'est démocratie à la fois en tant que citoyen, mais aussi démocratie en tant que salarié. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on reprenne le contrôle partout, dans la cité, mais aussi dans l'entreprise. Donc ça, c'est un autre acquis. Alors maintenant, venons-en au point de faiblesse. Pourquoi on n'a pas gagné? 10 journées de lutte mémorables, des millions de gens dans la rue. Alors on avait déjà eu le même type de séquence avec Sarkozy quand même, ne l'oublions pas, avec une grande mobilisation, des millions de gens dans la rue, mais on a échoué. Bon. Alors la raison est simple, c'est qu'en face, ils mettent le curseur très haut. C'est la stratégie de choc, je vous en ai parlé. En face, ils disent, si le pays n'est pas bloqué pendant 3 mois, en gros, on ne lâche pas. En gros, il faut quasiment quelque chose d'insurrectionnel pour qu'il lâche. Et pour qu'il y ait quelque chose d'insurrectionnel, il faut que le pays puisse être bloqué, et pour ça, il a manqué une chose, c'est-à-dire qu'on attendait encore trop d'en haut. Et quand l'intersyndicale, en mars, dit il faut bloquer le pays et laisser la possibilité que la grève se reconduise, il y a trop peu d'endroits où il y avait une reconduction de la grève. Trop peu d'endroits où il y a des assemblées générales de salariés qui décidaient de la reconduction de la grève. Et tant qu'on n'aura pas ça, c'est-à-dire que tant que les salariés, les étudiants, les lycéens se diront pas c'est à nous de décider de nos modalités d'organisation de notre mouvement, et c'est à nous de dire si on reconduit ou pas un mouvement, et tant qu'on ne sera pas plus nombreux à être en grève, parce que c'est ça le problème. C'est-à-dire que je circulais dans des facs, alors les étudiants étaient mobilisés, mais il y a des tas de personnels pour qui d'ailleurs, même pour les maîtres de conférences, ils perdent même pas une journée de salaire, ils n'étaient même pas mobilisés. Ouais, et certains d'entre eux, je leur disais, mais pourquoi vous faites cours? Vous mettez en difficulté les étudiants en faisant cours. Pourquoi ils sont d'accord d'ailleurs sur la retraite, ils étaient d'accord avec nous. Mais pourquoi ils ne vont pas aller jusqu'à la mobilisation, jusqu'à la grève? Donc là, c'est la responsabilité de toutes et tous. Mais la première conclusion, je peux en avoir, qui est une conclusion assez modeste, c'est syndiquez-vous, transformez les syndicats de l'intérieur, parce qu'il n'y aura pas d'autres raccourcis. Enfin, on peut avoir un débat avec le mouvement autonome, mais on l'a bien vu, c'est-à-dire que là où les grèves étaient reconduites, désolé, c'est là où il y a des bastions syndicaux. C'est là où la CGT, notamment, était en capacité de faire basculer les choses. S'il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de grève reconductible. Voilà. Et donc ça, moi, je crois que c'est un élément extrêmement important et une conclusion, à mon avis, importante. Alors, j'en arrive à la question politique, à proprement parler politique. Je crois que le changement de société, je crois qu'on partage avec Philippe, c'est à la fois des luttes sociales, c'est à la fois des pratiques alternatives, des usines en autogestion. On a des magnifiques exemples dans la région, notamment avec le T 1336. On a des tas de choses intéressantes comme ça, mais à un moment donné, il y a la question du pouvoir politique. À un moment donné, il faut leur reprendre le volant. Et ça, il n'y a pas d'autre possibilité que de gagner des élections générales. Et pas que des municipales, des élections générales. Donc c'est législative et présidentielle. Et là-dessus, on a quand même quelque chose qui est historique. Moi, je voudrais insister quand même dessus. C'est la NUPES. Alors la NUPES, c'est à la fois l'union de la gauche, et je crois qu'aujourd'hui, l'union de la gauche est utile. J'ai pas toujours dit que l'union de la gauche était la solution. D'abord parce qu'il y a des moments dans l'histoire où c'est utile d'avoir plusieurs forces à gauche au premier tour. Mais là, avec le risque du Rassemblement national, l'union de la gauche et la NUPES, c'est notre assurance vie. Mais la NUPES ne s'est pas construite comme l'union de la gauche dans le passé. Elle ne s'est pas construite autour du Parti socialiste. Elle s'est construite autour de la France insoumise. Et donc le centre de gravité de cette union de la gauche n'est pas le même. C'est un centre de gravité qui est profondément écologiste, profondément antilibéral ou presque anticapitaliste, et profondément attaché à la démocratie et pour une 6e République. Donc on a une chance, c'est qu'on a une union de la gauche qui veut vraiment transformer la société en profondeur, voilà, et qui a des liens assez naturels avec le mouvement social. Donc moi je pense qu'il faut absolument chérir cette union comme la prunelle de nos yeux. Il faut absolument qu'elle perdure, qu'elle s'élargisse, qu'elle s'ancre dans les territoires. Moi dans une tribune, j'ai fait la proposition qu'il y ait des forums de la NUPES un peu partout sur le territoire, que tous les gens qui sont là discutent, s'approprient ça. Alors évidemment, on a une difficulté. Et la principale difficulté, c'est que les appareils politiques ont chacun leurs agendas et qu'on a les européennes. Bon. Moi, ma position sur les européennes, c'est qu'il faut qu'on parte unis. C'est une histoire de récit. C'est-à-dire si on est tous et toutes unis aux européennes, ça donnera un peu plus d'espoir aux gens parce qu'on arrivera peut-être en tête au soir des européennes et ça donnera un récit, une perspective sur les prochaines échéances. Et ça donnera confiance aux travailleurs. Si on part divisé, en gros... la soupe médiatique, ça va être quoi? Ça va être le Rassemblement national, principale force en France. Bon. Donc il faut qu'on parte unis. Mais si on n'est pas unis, il faut qu'on continue ensemble, après, malgré tout. On n'a pas le choix. Parce que si on n'est pas unis et que le Rassemblement national arrive en tête, très sincèrement, on n'aura pas d'autre choix que de s'unir. Donc je veux bien qu'on fasse tous les
Voilà, il faudra se rassembler. Bon. Donc je pense que ça, c'est extrêmement important. Mais ça ne résout pas tout. Moi, je crois qu'on a en capacité de gagner aux prochaines élections législatives, s'il y a une solution, et je crois qu'on est en capacité de gagner en 2027. Mais il y a le problème du jour d'après. Moi, ma conclusion, ça va être là-dessus. Et le jour d'après, on revient au mouvement social. Parce que s'il n'y a pas de mouvement social et d'autonomie du mouvement social, en réalité, on peut se retrouver avec toutes les meilleures volontés du monde au gouvernement, on peut se retrouver à trahir, on peut se retrouver dans l'incapacité à affronter en fait la dynamique des classes dominantes. Et je vous le dis très tranquillement parce qu'on a eu le cas en Grèce. Il faut aussi qu'on revisite le cas grec. On a eu un mouvement social très fort, on a eu une création d'une structure politique très organisée, Syriza, avec plein de courants anticapitalistes dedans, qui arrive au pouvoir et qui malgré tout n'arrive pas à faire les transformations qu'elle avait promis. Et notamment parce que le mouvement social n'était pas suffisamment puissant pour s'affronter au capital. Donc le jour d'après, il faudra que la rue soit au moins plus mobilisée que le jour d'avant, voilà, si on arrive au pouvoir. Et c'est pour ça qu'on a besoin de s'organiser, et là je partage ta conclusion, je crois qu'on a besoin de s'organiser. Moi j'ai écrit et réécrit, les partis ne sont pas morts, on a besoin de s'organiser. D'abord, quand on a des adhérents, on a aussi des cotisations, ça nous permet d'agir, de pouvoir louer des salles, de pouvoir faire des choses, de faire de la politique. Donc moi, la seule conclusion que j'ai à dire à tous ceux qui sont dans la salle, choisissez le parti politique et le syndicat que vous voulez, mais organisez-vous, organisez-vous, organisez-vous. Voilà. Merci.